Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner la solution de la deuxième partie de cet examen de la session de rattrapage d'exception que j'ai donné à mes étudiants de S6 en l'année 2018-2019. Alors, il nous reste dans cet examen à corriger 3 exercices. L'exercice numéro 3, parce qu'il y a 5 exercices dans cet examen, donc l'exercice numéro 3, c'est un petit peu des questions de cours, rappeler la définition d'une famille sommable, ensuite donner la définition de ce que ça veut dire une famille qui vérifie le critère de Cauchy, etc. Alors commençons par la première question, donc des rappels du cours. Alors soit X alpha appartenant à I, une famille dans un espace vectoriel normé, elle est dite sommable si elle vérifie cette définition. Alors, pour les familles sommables, nous avons déjà vu, j'ai déjà donné un cours sous forme vidéo sur cette chaîne. Et la description, dans la description, je vais donner le lien pour ce cours. Donc, voilà ce que ça veut dire, la définition d'une famille sommable. Évidemment, pour les examens, je demande simplement de donner cette définition. Et donc, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe J0. Alors, cet ensemble veut dire les ensembles, les parties finies de I. Donc, il existe une J0 partie finie inclue dans l'ensemble d'indexation I. Quel que soit K fini, évidemment dans grand I, qui contient J0, alors la somme des éléments d'indice alpha appartenant à K, ça c'est une somme finie, puisque K est fini. Cette somme, moins SK moins S en norme, est inférieure à epsilon. Alors, si vous vous rappelez dans mon cours sur la définition des familles sommables, j'ai fait une analogie entre cette définition et la définition d'une série de nombres, une série convergente dans un espace vectoriel normé. Et vous voyez que si on connaît la définition de la somme d'une série, on peut facilement retrouver la définition d'une famille sommable. Alors ça, c'est pour la définition. Dans la deuxième question, on nous demande de donner la définition d'une famille qui vérifie le critère de Cauchy. Également, il y a une analogie entre cette définition et le critère de Cauchy pour les séries. Les séries dans un EVN ou bien dans R ou dans C. Donc alors là, qu'est-ce qui change ici? On n'a pas d'une valeur somme, on parle simplement de sans parler de somme partielle, sans parler de la somme. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe J0 fini dans l'ensemble d'indexation I, tel que quel que soit K fini dans l'ensemble d'indexation I, si K ne rencontre pas G0, alors la somme correspondant aux indices appartenant à K, qui est une somme finie, est inférieure à epsilon. Voilà la définition. Donc ça, ce sont deux questions du cours. Alors, il y a une question. Alors ça, c'est intéressant comme question, et je me rappelle que j'ai donné ça dans le cours sur les formes différentes, sur les familles sommables, mais je n'ai pas démontré cette propriété. Montrer que si une famille est sommable, alors l'ensemble des indices appartenant à I pour lesquels xi est différent de 0 et au plus dénombrable. Ici, j'utilise l'indexation avec alpha, mais ce n'est pas grave, vous pouvez indexer avec i ou j ou alpha comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que l'ensemble d'indexation est un ensemble i quelconque. Ce n'est pas n comme on a l'habitude pour les séries et les suites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, démontrer que cet ensemble est au plus dénombrable. Alors, nous allons voir ça tout de suite et on va utiliser le critère de Cauchy.
Alors, soit alpha, donc on nous dit pour une famille sommable, montrer que l'ensemble des indices pour lesquels x alpha est non nul est dénombrable. Donc, soit une famille sommable. Alors, elle vérifie le critère de Cauchy. Ça, c'est dans le cours. Si elle vérifie le critère de Cauchy, donc je vais pouvoir appliquer cette propriété. Mais je l'applique pour des cas qui sont des singletons. Singleton alpha qui ne rencontre pas G0. Ça veut dire alpha n'appartenant pas à G0, mais un alpha bien particulier, comme vous allez voir. Donc, je prends epsilon égale 1 sur n, et je lui applique la définition du critère de Cauchy. Quel que soit le epsilon égale 1 sur n, il existe un J qui dépend de epsilon, donc je l'appelle Jn, fini, inclus dans l'ensemble d'indexation I, et je prends K égale le singleton alpha. Alors donc, alpha, s'il n'appartient pas à Jn, d'après le critère de Cauchy, nous avons ceci est inférieur à 1 sur n. Ça, c'est le critère de Cauchy. Bon, alors je pose Hn égale les alphas, tels que norme de x alpha est supérieure ou égale à 1 sur n. Je vois que puisque j'ai cette propriété, si vous n'êtes pas dans Gl, la norme est inférieure à 1 sur n. Donc, les seuls alpha qui réalisent norme de x alpha supérieure ou égale à 1 sur n ne peuvent être que dans Jn, qui est fini. Par conséquent, cet ensemble est fini, d'après cette propriété. Or, l'ensemble, cet ensemble que je veux montrer qu'il est dénombrable, il est la réunion de ces Hn. Manifestement, ce Hn est inclus ici. Si alpha est dans Hn, x alpha est non nul, évidemment, parce que sa norme est supérieure à 1 sur n. Mais, inversement, si vous avez un alpha ici avec un x alpha non nul, sa norme de x alpha est égale à un epsilon, donc elle est supérieure à un certain 1 sur n, et donc elle est quelque part dans un Hn, et on a l'égalité. Alors, une réunion dénombrable d'ensemble fini, évidemment, c'est un ensemble au plus dénombrable. Alors, il peut être fini. Si on a une indexation dans une situation, ça peut être fini. En tout cas, il est au plus dénombrable. Il est dénombrable. Voilà, c'est une réunion d'ensemble fini. Donc, nous avons la troisième question. Alors, dans la quatrième question, oui, on va faire apparaître la quatrième question. Alors, vous voyez ici, c'est un petit peu comme jouer avec ces notions pour essayer de déguiser l'intelligence de l'individu pour voir comment déduire à partir de ce qui précède que ces deux familles ne sont pas sommables. Alors pour la deuxième, commençons par la deuxième. L'ensemble des indices pour lesquels x est non nul, tous les éléments i sont non nuls. Donc l'ensemble c'est i tout entier, r moins q. R moins q c'est quoi? C'est le complémentaire de q. Et il n'est pas dénombrable. Parce que s'il était dénombrable, R serait la réunion de Q et I serait dénombrable aussi. On sait que R n'est pas dénombrable. Donc, ici, cet ensemble est non dénombrable et par conséquent, cette famille n'est pas sommable. Voilà, sans aller sur la réponse. Pour celle-ci, comment démontrer qu'elle n'est pas dénombrable? Eh bien, nous allons rappeler un résultat du cours très important. Alors, remarquez que cette série, c'est cette famille moins a à la puissance n sur n, n appartenant à n, elle est indexée par grand N. Alors, lorsqu'une famille est indexée par grand N, nous avons une caractérisation de la sommabilité. Une famille de réels. Elle est sommable si et seulement si elle est absolument sommable. Si la série sigma de xn est commutativement convergente et si sigma de xn est absolument convergente. Or, j'ai ici une moins a à la puissance n sur n qui est la famille en question. Évidemment, elle n'est pas absolument convergente. Donc, la famille qui est donnée dans l'énoncé moins a à la puissance n sur n, n appartenant à n, n'est pas sommable parce que cette série n'est pas absolument convergente. Et pour la petit b, j'ai déjà répondu à cette question. Alors ça, c'est pour l'exercice 3. Maintenant, regardons l'exercice 4. Nous avons
ici à étudier un opérateur de L2 vers L2, défini ainsi. Montrer que T est continu, déterminer T étoile et calculer le nombre de T. Bon, l'ordre n'est pas important, on peut répondre comme on veut pour ces deux propriétés, de calculer T étoile et calculer le nombre de T. Bon, alors nous allons voir ça tout de suite. D'abord, dans L2, je vous rappelle, le produit scalaire, il est donné ainsi. L'espace L2, on répète son utilisation à chaque fois, donc, parce que, comme vous avez vu dans la troisième partie du cours sur les espaces de Hilbert, les espaces de Hilbert séparables sont tous isométriques à L2. Voilà le produit scalaire. Hein, d'accord? Bien, et c'est un espace de Hilbert. Bon, alors maintenant, je veux montrer que T, alors T est linéaire, et en plus c'est affirmé dans l'énoncé. Vous n'avez pas besoin de le redémontrer. Je dis toujours aux étudiants, lorsqu'on affirme montrer, calculer la norme de l'opérateur linéaire, ça veut dire qu'on vous affirme qu'il est linéaire. On démontre la linéarité si on nous le demande. Donc ici, puisqu'il est linéaire, je procède ainsi. C'est pourquoi, toujours, si vous voulez procéder par cette méthode, il faut bien mentionner que vous avez un opérateur linéaire. Parce que la continuité, ce n'est pas ça pour les applications quelconques. Alors, T est un opérateur linéaire entre L2 et lui-même, je majore la norme. Alors, je prends la norme au carré de T de X. Alors, T de X, le voici. Donc, si vous faites la norme au carré, vous allez avoir les sommes des modules de xk sur k au carré. K égale 1 jusqu'à l'infini. Voilà. Je rappelle que les xk, ce sont des complexes. Alors, ça, c'est plus petit que la somme des modules de x au carré, évidemment, parce que k2 ici, ça, c'est plus petit que ça, évident. K est supérieur à 1. Ou égal à 1. Et ça, c'est précisément norme de x au carré. Donc, t de x en norme est inférieur à norme de x. La linéarité de t plus cette propriété nous montre que t est un opérateur continu. On dit aussi un opérateur borné, dans le cas entre deux espaces de Banach. Et sa norme, elle est inférieure à 1, puisque nous avons trouvé ici une constante qui multiplie la norme de x dans l'ensemble de départ. Et donc, nous avons norme de t est inférieure à 1. Alors, pour montrer que norme de t est égale à 1, je prends deux éléments de la base hilbertienne. J'ai déjà fait un cours, une vidéo sur la base hilbertienne canonique de L2. Je pourrais mettre aussi le lien dans la description. Et ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite de L2, dont tous les termes sont nuls, sauf le premier, égal à 1. Et ça, E2, c'est l'élément de L2, dont tous les termes sont nuls. C'est la suite, dont tous les termes sont nuls, sauf le deuxième, qui est égal à 1. Alors, vous avez évidemment norme de E1 égale norme de E2 égale 1. Utilisez le produit scalaire, la définition est donnée, et vous avez 1. Et T de E1 égale E2. T de E1 égale E2. Bah, alors, voyons voir pourquoi T de E1 égale E2. Alors, E1, rappelez-vous, tous ces termes, la suite, tous ces termes sont nuls, sauf X1. Donc, vous mettez ici X1 égale 1. Donc, 0, 1. Les autres, 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient avec T de E1? C'est 0, 1, 0, 0, 0. C'est donc l'élément E2. Voilà, c'est l'élément E2. Et T de 1, puisque c'est l'élément E2, T de 1, donc sa norme est égale à 1. Maintenant, je reviens à la définition de la norme d'un opérateur. C'est le sup de module des images lorsque, sur la sphère, ici x parcourt la sphère module de x égale à 1. E1 fait partie de cette sphère, puisque son module est égal à 1. Donc, c'est supérieur en module de T de E1. Et T de 1 égale à 2, donc c'est module de E2 est égal à 1. Ainsi, j'ai l'autre inégalité. J'ai cette inégalité et l'autre qui est supérieure, norme de T supérieure à 1. Finalement, on conclut que norme de T est égale à 1. Alors maintenant,
nous allons voir, alors qu'est-ce qu'on nous demande après? De calculer, alors j'ai calculé la norme, du coup, qu'est-ce qui me reste? Juste T étoile, l'adjoint. Alors ça, pour l'adjoint, je vais faire un petit rappel. La définition de l'adjoint, donc soit H un espace de Hilbert, j'ai fait une erreur ici, Hilbert, et soit T donc un opérateur de H vers H. J'ai donné la définition de H1 vers H2, mais ici, comme on travaille de L2 vers L2, disons dans un espace de Hilbert quelconque H vers un autre H. Alors T étoile, c'est un opérateur linéaire continu défini par cette égalité, de manière unique, par cette égalité. Puisque c'est ça l'inégalité, l'égalité qui définit d'une manière unique l'adjoint, je vais l'utiliser dans une première méthode pour retrouver l'adjoint. Alors, la méthode numéro 1, quel que soit x dans L2, quel que soit y dans L2, txy est égal à ça. La somme de composantes de t de x, xk sur k. La première composante de t de x, c'est 0. Alors, je l'omets, je ne le mets pas, parce que 0 fois quelque chose, c'est 0. Donc, je commence par k égale 1 pour avoir la deuxième composante, qui va donc être multipliée par la deuxième composante de y. C'est pourquoi j'ajoute un 1 ici dans l'indexation. Voilà, c'est ça. Lorsque j'expliquais à mes étudiants comment faire, parce que là, il y a toujours des problèmes pour trouver les courbes. Faites comme un vecteur colonne où vous mettez 0, x1, x2 sur 2, etc. Et un vecteur colonne où vous mettez y1, y2. Regardez la multiplication, comment ça se passe pour bien savoir quel est le conjugué. Alors cette écriture, je peux l'écrire comme ça. Je n'ai rien changé. Et là, on voit que c'est x produit scalaire avec quelque chose. Ce quelque chose, c'est t étoile de y défini ainsi. C'est ça le conjugué. Je vais retrouver le conjugué par la méthode suivante. Mais avant de donner cette méthode, je rappelle. Alors la méthode suivante, vous allez voir qu'elle est très simple. Mais il faut rappeler ces choses que nous avons vues dans notre cours, puisque ça c'est un examen que j'ai donné pour une section de licence dans le module d'analyse fonctionnelle où j'ai fait des cours et des travaux dirigés. J'ai étudié ces opérateurs pour ce qui est de la continuité, la norme et l'adjoint. L'opérateur shift à droite. Alors shift, ce qui veut dire déplacement à droite, vous voyez que ici c'est x, si j'enlève le 0, x que vous avez déplacé à droite et mettre 0 dans la première place. On l'appelle shift. Cet opérateur, nous avons vu, je ne vais pas faire la démonstration, elle est faite sur cette chaîne. Quelque part, vous pouvez toujours chercher les solutions des examens qui ont été donnés. C'est un opérateur de norme 1, dont l'adjoint est l'opérateur shift à gauche. Et par conséquent, R et L sont adjoints l'un de l'autre. Shift à droite, shift à gauche. L'un est l'adjoint de l'autre. Le shift à gauche, c'est déplacer à gauche. Donc, pour ce vecteur x1, x2, vous le déplacez à gauche, donc x1 disparaît. Et vous avez ici L de x. Autre opérateur que nous avons étudié, que nous avons fait dans les exercices de la série de TD numéro 1, regardez les solutions, sont sur la chaîne, cet opérateur diagonal. Alors, pourquoi on l'appelle diagonale? Parce que si vous l'écrivez sous forme d'une matrice infinie, vous allez trouver une matrice infinie, vous allez trouver dans la diagonale 0, 1 demi, 1 tiers, etc. etc. Donc, on l'appelle diagonale. Il n'y a pas que ça, vous pouvez mettre n'importe quoi au lieu de la suite 1, 1 demi, 1 tiers, vous mettez alpha 1, x1, alpha 2, x2, alpha 3, x3. C'est comme ça qu'on l'a étudié dans un exercice et où on peut revenir là-dessus. Pourquoi pas? C'est un opérateur diagonal, parmi tous les opérateurs diagonaux. Et cet opérateur diagonal, étant donné que les coefficients qui interviennent sont des réels, il est auto-adjoint. Son adjoint, c'est lui-même. Il est auto-adjoint. Donc l'adjoint de D, c'est D lui-même. Regardons maintenant la deuxième méthode. Alors T de x, je rappelle, voilà sa définition.
Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez si j'enlève le 0? Vous voyez que vous avez l'image par D que j'ai déplacée à droite. Donc, c'est RD. Attention, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas DR. C'est D de X que je déplace. Donc, c'est R appliqué à D. RD. Ce qui veut dire rang, R rang D. On écrit RD tout simplement. Bon, alors, nous avons aussi étudié dans le cours que l'adjoint d'un produit, c'est le produit des adjoints, mais attention, dans la position inversée. Donc, l'adjoint de RD, c'est d'abord D étoile, ensuite R étoile, qui veut dire DL, puisque D étoile, c'est D, et R étoile, nous avons dit que c'est L. Par conséquent, T étoile, c'est DL de Y, DL de Y, c'est ça. Et j'applique D à ça, ça veut dire que je vais diviser Y2 par 1, Y3 par 2, etc. Regardez la solution et vous comparez avec ce que nous avons trouvé. C'est la même chose. C'est la même chose, la méthode numéro 1, où est-ce qu'elle est? La voilà. Donc nous avons trouvé la même chose avec cette méthode numéro 2. Alors il nous reste un dernier exercice. C'est long. Je rappelle que c'est un examen exceptionnel. Dans un examen exceptionnel, l'appréciation des réponses est très importante. Je rappelle ce que ça veut dire un examen exceptionnel. Dans notre faculté, il est accordé à des étudiants qui ont raté de très peu leur passage après la session normale et la session de rattrapage. Voilà ce que ça veut dire. L'exercice, le voilà. L'espace des fonctions continues de 0 à 1 vers R muni de ces deux normes. On ne demande pas de remontrer. Ce sont des normes que nous avons étudiées dans le cours et en travaux dirigés. D'ailleurs, E est complet pour celle-ci, pas complet pour l'autre. Et soit tel opérateur de E vers E défini par A une fonction petit f, j'associe la fonction T de f, définie ainsi, qui est la primitive de TF de T qui s'annule au point 0. Alors maintenant, j'ai demandé d'étudier ce même opérateur qui est linéaire. On l'affirme, ce n'est pas la peine de le refaire. La linéarité vient de l'intégrale ici. Alors, déterminer s'il est continu et calculer sa norme, dans ce cas, lorsqu'on est dans ces deux situations, E muni au départ et à l'arrivée avec la norme l'infini, et dans une deuxième situation, E muni au départ de la norme l'infini et à l'arrivée à la norme 1. Est-ce que c'est continu et quelle est la norme? Vous allez voir que la norme, ce n'est pas la même. Donc j'ai affirmé que T est continu dans les deux cas. Regardons la solution. TF de x, c'est l'intégrale de TF de t. Donc elle est inférieure à l'intégrale du module, mais je vais pas faire ici c'est des réels, donc valeur absolue de t parce qu'il est positif entre 0 et x appartenant à 0. Donc l'intégrale, mais ça, oui, je mets la valeur absolue, et c'est majoré par son sup sur 0,1, norme l'infini, que je vais sortir, et qu'est-ce qu'il me reste? L'intégrale de 0 à x, qui est x2 sur 2. Voilà ce que je trouve. Regardez cette majoration, très importante. Maintenant, je passe au sup pour avoir norme l'infini de t de f. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Le sup de x2 sur 2, c'est 1,5. Et voilà. La linéarité de t plus cette inégalité montre que t est continu, c'est-à-dire un opérateur borné, et sa norme est inférieure à 1,5. C'est pourquoi j'ai répondu à la norme, parce que c'est lié avec la continuité. Maintenant, pour calculer, pour montrer que norme de t supérieure à 1,5, j'utilise le même f0 de tout à l'heure, ce f0, qui est identiquement égal à... non, pardon, c'est la première fois que j'utilise f0. Donc ce f0, l'élément, c'est quoi? C'est la fonction constante sur 0,1 qui vaut 1. Alors, il est facile de vérifier que son image c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à x de t que multiplie 1 d de t, c'est-à-dire x2 sur 2. Alors,
elle vaut identiquement 1. Donc, sa norme sup de f0 sur 0,1, c'est 1. Son image, elle vaut ceci, donc sa norme, l'infini, c'est 1,5. Alors, je reviens à la définition de norme de t. Norme de t. Ne pas confondre la norme de t avec la norme de l'élément de l'espace E. Je n'ai pas fait d'indexation. Je dis toujours aux étudiants, sachez toujours où est-ce que vous mettez les pieds. Lorsqu'il s'agit d'opérateurs, c'est la norme d'un opérateur. Lorsque vous avez l'image d'un élément, elle est dans l'ensemble que j'ai noté E, donc c'est la norme dans E, et ici j'utilise norme l'infini, au départ et à l'arrivée. Bien. Norme de T, c'est le sup de la norme des images dans l'espace image, lorsque F décrit la sphère dans l'espace de départ. Parmi les éléments de la sphère, il y a ce terme, F0. Donc c'est supérieur à norme de TF0 qui vaut 1,5. Voilà, et donc on a la norme de T est égale à 1. Donc on conclut, est égal à 1,5. En conclusion, est égal à 1,5. Je fais toujours des erreurs comme ça, avec inattention. Et quand je regarde la vue, je vois que j'ai fait une bourde en disant norme de T égale à 1, alors je devais dire égal à 1,5. Mais ça arrive. Mais évidemment, vous comprenez, il y a des erreurs. S'il y a des erreurs de raisonnement, là, il faut les signaler. Mais il y a des erreurs de prononciation, parfois, au lieu de dire 1,5, je dis. Peut-être s'il y a quelque chose, le signaler toujours dans les commentaires. Je vous remercie d'avance. Bon, donc alors pour le 1, c'est réglé. Maintenant, nous allons nous mettre dans la situation numéro 2, où la norme de l'ensemble d'arrivée, c'est la norme 1. Et la norme de l'ensemble de départ, c'est la norme l'infini. Bon, alors en utilisant la majoration obtenue en 2, c'est quoi cette majoration? C'est celle-ci. Inférieure à ça. Regardez ça. Maintenant, je vais calculer la norme 1, qui est l'intégrale de ça. Donc la norme 1, l'intégrale, est inférieure à l'intégrale de x2 sur 2 que multiplie la norme l'infini, qui est une constante qui sort. Donc je trouve 1/6 x2 sur 2. Sa primitive, c'est x3 sur 3, 3 fois 2, donc de 0 à 1, ça donne 1/6. Voilà, ce qui montre que t est continu. La linéarité de t, on l'a déjà utilisée. On ne va pas le refaire dans ça. T est linéaire. T, même si vous changez les normes, la linéarité, ça n'a rien à voir avec les normes. Il est linéaire au départ et c'est annoncé dans l'énoncé. Donc, on a ici la continuité et la norme est inférieure à 1/6. J'utilise le même F0 de tout à l'heure. Sa norme l'infini égale à 1, on en a déjà parlé. Et la norme 1 de T de F0. T de F0, c'est quoi? T de F0, alors si vous enlevez ça c'est 1, c'est l'intégrale de 0 à x de 1. Donc c'est x2 sur 2. Voilà T de F0. Je l'ai déjà calculé, elle est là, T de F0. Alors qu'est-ce que c'est que sa norme 1? La norme 1 de TF0, c'est l'intégrale donc de x2 sur 2, sans mettre la valeur sur le parce que c'est positif, 0 à 1, qui donne 1/6. Maintenant, alors voilà, c'est bien. La norme de T, par définition, c'est le sup des normes de TF avec la norme dans l'espace image, qui est la norme 1, lorsque F décrit la sphère dans l'espace de départ, qui vous savez toujours avec la norme l'infini au départ. Ce F0 est un élément de la sphère, à cause de ça, donc ce sup est supérieur à T de F01. Et Tf0 de 1 égale 1/6. Donc on a l'inégalité réciproque. Et donc, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que norme de T égale 1/6. Voilà pour cette solution de la deuxième partie. J'espère que vous avez bien apprécié. Et si vous l'avez apprécié, mettez un like. Et je vous remercie d'avance. Alors, je rappelle que j'ai annoncé 2 examens hier, ordinaire et rattrapage de l'année précédente, l'année 2020-2021.
la correction va suivre dans les jours qui viennent. Merci de votre